Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation super physique sur méthodesp.rudykoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va ? Salut Rudy, salut à tous les tamalous et à ceux qui ne sont pas des tamalous. Alors Rudy, est-ce qu'on joue au jeu de qui est tamalou de bronze, argent ou d'or aujourd'hui Ah bah ou on pas? peut on peut jouer effectivement. Alors, aujourd'hui Rudy, tamalou. Alors, pour ceux qui ont suivi, je m'étais inscrit à un 10 km et j'avais expliqué, genre, quelques jours avant, que je m'étais fait une petite blessure le week-end précédent la compétition. Et donc, j'avais mal, en fait, rien qu'en marchant, j'avais une petite douleur, et donc je savais pas trop ce que j'avais. Au début, je pensais avoir une tendinopathie du long fléchisseur de l'hallux, donc du gros orteil, qui est un muscle qui remonte vraiment assez haut sur le mollet. Et donc, je me disais, bon, bah, c'est pas grand-chose. Et puis, au fur et à mesure des jours, ça passait. Et finalement, comme j'avais un peu annoncé que je le faisais, et ben j'ai été faire la compétition et donc à l'échauffement je chantais une petite pointe mais pas grand chose et la course s'est plutôt bien déroulée jusqu'à 6 km 5. J'étais même en avance sur ce que je pensais faire et j'étais plutôt bien avec juste une petite pointe mais qui s'accentuait pas et d'un coup ma douleur s'est accentuée jusqu'à ce que je doive malheureusement abandonner parce que je ne pouvais plus courir ni même marcher normalement. J'ai dû boiter pour retourner jusqu'à ma voiture. Donc qu'est-ce que ça vaut, ça vaut Tamalou d'or ou pas? Ah ouais, là, je pense que t'as le tamalou d'or. Et en fait, tu sais, plusieurs fois on a dit mais c'est pas possible. Ceux qui nous écoutent, qui continuent à faire du squat et du soulevé de terre, vraiment avec tout ce dont on a parlé, tous les exemples qu'on a de gens qui se sont blessés, etc., c'est pas possible, quoi. Ils comprennent rien, ou ça montre bien que si on ne vit pas les choses par soi-même, c'est vraiment impossible de servir de l'expérience des autres. Là, moi, quand tu m'as dit, quand j'ai entendu que tu allais faire cette compète, je me suis dit, c'est pas possible. Il va y aller, ce con-là. S'il se nique pas, ce sera beau. Et en fait, j'étais quasiment sûr que tu allais te niquer. Parce que c'était logique, tu vois, tu disais que déjà quelques jours avant, voilà, t'avais ton problème. C'était sûr qu'avec la compète, soit t'allais avoir mal directement pendant, soit avec l'effet euphorisant de la compète, t'allais tenir jusqu'au bout. Et puis au final, t'allais te faire mal parce que t'allais forcer sur un truc qui était pas au point, quoi. Mais dans les deux cas, j'anticipais que tu te fasses mal. Soit pendant, soit après. Et tout ça Bah pour avoir même pas une médaille en chocolat. Bah moi Et j'anticipais justement le après. Je me disais bon bah ça va tenir le temps de la compète et après bah je vais morfler un peu parce que je pensais que c'était une tendinopathie. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai fini la course, là j'ai fini à 7 km 4. Pour ceux qui me suivent sur ce travail, ils peuvent voir que j'étais plutôt en forme et que j'ai battu pas mal de mes records personnels d'ailleurs durant cette course que j'ai abandonné. J'ai été ensuite au stand des kinés parce que sur toutes les grosses compétitions, t'as des kinés qui sont en formation, tout ça. Et donc, j'ai été voir pour avoir un diagnostic. Parce que je me dis, c'est bizarre, pour une tendinopathie, ça me fait sacrément mal. Comme j'avais dit dans le podcast, je pensais que c'était peut-être une fracture de fatigue. Je me dis, peut-être que je me suis pété un truc, c'est bizarre que j'ai mal comme ça, quoi. Et là, je pouvais plus marcher, vraiment, ça me démontait. Donc, j'ai été, et je suis tombé, donc ce coup-ci, sur un kiné du sport, donc pas en formation, mais vraiment, c'était lui qui chapeautait le truc. Et le mec a regardé, et en fait, avec certitude, malheureusement, il m'annonçait que je m'étais déchiré les muscles fibulaires, donc je pense que c'est le grand fibulaire pour ceux qui veulent regarder dans un bouquin d'anatomie, que je me suis déchiré, et donc il m'a mis une contention, et puis il m'a dit bon bah d'ici 2-3 jours, recommence à essayer de bouger, à faire ce qui te fait pas mal, et puis voilà.
Et donc là, j'en suis à J plus, on est mercredi quand on fait le podcast, donc J plus 9. Et donc là, j'ai recommencé à masser, ce qui me fait vraiment du bien, en plus de mobiliser juste après. Mais sauf qu'en fait, si j'avais su que j'avais une déchirure et que c'était pas une tendinopathie, j'aurais jamais pris le départ de la course. Mais c'est comme ça faisait peut-être plus de 15 ans que je m'étais rien déchiré, j'avais oublié la sensation que ça faisait d'avoir une déchirure. Et ce qui est, je trouve assez na- pas navrant, mais c'est que j'ai pas senti que je m'étais déchiré. Quand j'étais gamin et que je faisais de la muscu à fond, quand je me déchirais, j'entendais le petit clac, la petite élongation, le petit claquage, je le sentais. Là, j'ai rien senti et donc je me suis déchiré sans le sentir, ce qui fait que j'ai minimisé ce que j'avais en me disant c'est pas grand-chose, c'est que le tendon, ça va bien tenir, ça va pas s'arracher, c'est un petit muscle, il y a d'autres muscles autour qui vont prendre le relais. Et en fait, non, en fait, c'est déchiré quoi. Voilà. Je vois. Eh bien, Et donc j'en suis eh bien, Fabrice. Après ces 9 jours, donc pendant quelques jours, je marchais très doucement en boitant. Voilà. À force de bouger tout ça, et puis le temps passe. Hein, normalement, c'est un bon 6 semaines pour que ça se remette, quoi, complètement, entre 4 et 6 ouais. semaines, voilà. Là, maintenant, je remarche normalement, pratiquement sans douleur. Mais je pense qu'effectivement, j'en ai pour 4 à 6 semaines sur. Voilà. Donc en attendant, là, j'ai pu refaire justement. Je vais en parler juste après. Après mon stage de kayak à Temple-sur-Lot, un peu de vélo. Donc j'ai mon bike erg qui est toujours dans le salon de la Villa Superphysique. Donc j'ai pu reprendre. Et ça me fait pas mal. Donc je peux déjà faire ça. Au kayak, j'ai pas mal parce que le pied bouge pas. Par contre, je peux pas prendre de choc, quoi. Et au toucher, il y a un endroit où c'est hyper sensible, où ça me démonte. Mais bon, ça passe de jour en jour. Donc je suis assez confiant, sachant que c'est un petit muscle. Mais la vraie question, Fabrice, c'est comment on se déchire les fibulaires, les muscles fibulaires, quand on court sur du plat en ligne droite et qu'on fait pas du trail ou autre et qu'on se tord la cheville, parce que c'est des muscles qui sont responsables, entre guillemets, de la rotation de cheville, si on peut dire. Et j'ai pas fait de rotation de cheville, quoi. Donc je sais pas comment je me suis déchiré ces muscles-là, à part par un coup de Comprends. malchance. Cela dit, déjà pour se faire une éventuelle tendinopathie sur le grand orteil, à part, j'avoue, en faisant des jeux sexuels avec sa copine, je vois pas bien comment on peut choper une tendinopathie avec le gros orteil. Moi, je sais pas ce que tu fais avec ton gros orteil, Rudy, mais Et déjà, imagine que tu puisses fais, avoir une tendinopathie, c'est un peu spécial. Figure-toi que tout le monde n'est pas fétichiste comme toi des pieds, mais que c'est quelque chose de courant, justement, cette tendinopathie du long fléchisseur de l'hallux chez les coureurs à pied. Donc c'est quelque chose qui est assez courant avec toutes les recherches que j'ai fait. Mais je savais pas que c'était une déchirure en fait. Sinon, c'est sûr que j'aurais pas fait la course. Je me serais dit, non, je suis déjà déchiré, je suis pas con, je vais pas le faire. Mais sur une tendinopathie, tu te dis bon. Et puis à l'échauffement, ça allait. Les 6,5 premiers kilomètres, j'étais nickel, je me dis ça va. Et puis d'un coup, ça s'est accentué jusqu'à un moment où je pouvais plus bouger. Et donc je me suis dit bon, surtout t'assois pas, va jusqu'à la bagnole parce que sinon si tu t'assois, tu repars jamais. Et donc voilà ce qui s'est passé. Donc Je vois. c'est en pleine guérison, mais je suis assez confiant. C'est une petite déchirure, c'est pas un muscle important, donc ça va passer. Ça va passer. C'est juste comme souvent, comme je le dis dans les podcasts depuis des années, moi il m'arrive souvent des choses qui sont presque inexplicables. C'est comment on se déchire les fibulaires, comme je dis, alors que je cours en ligne droite, souvent sur des chemins en plus, je veux dire, qui sont pas, c'est pas de la route, quoi, donc c'est tranquille. Donc normalement il y a aucune chance de se déchirer les fibulaires. Donc je sais pas ce qui s'est passé, à part peut-être une fragilité. J'ai quelques hypothèses, mais bon, elles sont pas, elles sont vraiment à confirmer, Je quoi. vois. Bon, en tout cas, voilà, même avec tes dizaines d'heures de kayak mensuelles, ton volume d'entraînement et tout ce que tu faisais, on voit que t'étais pas fonctionnel de la course à pied, Rudy. Non, mais bien sûr, mais de toute façon, la course à pied, c'est un truc pour les gars légers. Là, j'étais à la course, j'ai vu que des personnes, du moins dans le sas où j'étais, donc dans le sas moins de 45 minutes, il y avait que des gens minces. Voilà, et je pense que j'étais pratiquement le plus lourd dans le sas des moins de 45 minutes, hein, jusqu'à j'ai pas vu de gros ou quoi. Donc c'est sûr que et donc j'ai plein d'exemples autour de moi de personnes aussi qui sont remises à la course à pied qui font autour de 85 kilos et pareil, elles ont plein de petits problèmes, même en ayant repris très très progressivement des périostites, des syndromes de l'essuie-glace. La course à pied, on voit quand même quand on regarde les courses, surtout sur le long, que c'est pour les légers. Et enfin, je vais conclure sur le 10 km, c'est un effort qui demande le spirit, Fabrice, quand on le fait à fond, si jamais. C'était en pleine course, je me disais putain, c'est pas facile, hein. Je me dis faut quand même se dépouiller là. C'est pas l'effort, c'est pas une série de 10 au développé couché, quoi. Hein. Ah mais attends, mais tu m'apprends rien, Rudy. Moi, j'ai toujours trouvé que la musculation, c'était un
effort facile parce que c'est très très court. Donc oui, le 10 km c'est dur, mais il n'y a pas que le 10 km, le 1500 mètres aussi c'est très dur justement parce que tu es presque à fond pendant longtemps quoi. Donc la muscu non, c'est plutôt une activité facile en réalité sur le plan mental. Mais ça tu ne m'apprends rien. D'ailleurs, comme on avait constaté y compris en muscu que faire une série de 20 à fond les manettes, c'était plus difficile que faire une série de 5. Mentalement, ça n'a rien Bien à voir. sûr, Bah, c'est bien pareil. sûr. Oui, Ouais, mais on se sent beaucoup c'est plus pareil. guerrier en faisant une série de 5, Fabrice. En fait. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, on se sent guerrier, mais en fait, mentalement, pour celui qui a expérimenté, voilà, des temps d'entraînement plus longs, voilà, ou des temps de performance plus longs, bah, on voit bien que c'est plus difficile quand c'est plus long et intense. Eh bien, ok, t'as Et donc donc, le Tamalou t'as Malou de quoi d'or alors? Ah, aujourd'hui. t'as Malou d'or, c'est bon. En plus, je suis habillé avec un t-shirt couleur or. La médaille d'or, enfin. Ça y est, je suis dans le La podium, la médaille première d'or. marche. Je suis sauvé. Ok, bah allez, bah, je parlerai de moi plus tard, Ah, bah et je te propose vas-y, parle d'un truc parce que sinon j'allais revenir sur un stage de kayak que j'ai fait. bon, bah alors bon, bah allez, enchaîne ton stage de kayak. Ah, bah voilà, je Allez, sais que ça qu'on en t'intéresse. termine. Bon, comment on termine? Bah alors, rapidement, parce que j'en ai parlé un petit peu dans le Leadercast et pas mal sur mon podcast des Patriotes. Donc j'étais en stage à Temple-sur-Lot, qui est un centre sportif international. Du moins, ça c'est défini comme ça, qui est un centre d'entraînement où il y a beaucoup de sportifs. Là, par exemple, quand j'y étais, il y avait les judokas de l'équipe de France qui y étaient. Il y a souvent des équipes nationales, même étrangères. En kayak, il y a la Nouvelle-Zélande, des fois, le Canada, souvent les équipes de France, il y a des rameurs, bref. Il y a vraiment pas mal de monde. Et donc, j'allais là-bas avec des copains parce qu'il y avait normalement tout sur place. À savoir que c'était logé, nourri, blanchi. Il y avait accès à une super salle de musculation, à des piscines, tout ça. Et ben, je dois dire que, parce que je veux bien le dire, j'étais affreusement déçu de cette base. Donc, ça s'appelle la base 2024 Temple-sur-Lot, parce qu'en fait, on te le précise pas, mais quand t'arrives, s'il y a d'autres personnes qui ont réservé la salle de musculation, genre pour 10 heures par jour, alors qu'ils ont même pas 1 heure par jour, et en fait, tu n'y as pas accès. Donc, j'ai pas pu avoir accès à la salle de musculation, dans laquelle j'avais prévu d'aller. Aux piscines, j'ai pas pu avoir accès non plus, parce que comme par hasard, soit des créneaux étaient pris, et donc on pouvait pas y aller par d'autres, soit entre guillemets, il n'y avait pas de maître nageur pour surveiller, comme si on avait besoin d'un maître nageur, vu les petits bassins qu'il y avait. Donc moi, je m'imaginais déjà faire des bains froids, des bains chauds pour récupérer, vivre ma vie de sportif professionnel de bas niveau. Ben, impossible de faire ça. Quant à la nourriture, Fabrice, je te laisse imaginer ce que j'ai dû manger. C'était affreux. Et je me demande comment dans un centre sportif international, on peut servir de la nourriture comme ça. Je pense que t'aurais absolument rien mangé. C'était horrible. Horrible, horrible. Et ouais, bah, moi, j'étais venu avec mon super muesli et mon lait de soja. Non, mais moi aussi. Non, mais Petit mon bol. j'ai été faire des courses. J'étais faire des courses. Mais bon, tu peux pas, j'avais pas emmené mon cuiseur de riz. Je me dis, bah, c'est bon, c'est un centre sportif international, c'est réputé. Nourriture, ça va être correct. Tu vois, t'attends à des trucs basiques. Et en fait, pas du tout. T'as que des plats en sauce. Tu demandes des yaourts nature, c'est des yaourts nature sucrés. Franchement, si je demande pas, on me file des miel pop, c'est des chocs à pic. Tu dis, mais attendez, c'est un centre sportif international. À un moment, un pôle sport de basket, ils leur ont filé des cordons bleus. Moi, je dis, ah non. Je dis là, si on a des cordons bleus, c'est pas possible, je me casse. Je me dis là, là c'est trop pour moi quoi. Et en fait, on mange vraiment n'importe quoi. Mais comme on en parlait la semaine dernière, bah t'as pas écouté avec Clément, c'est vraiment l'apologie de la médiocrité quoi. Manger sain, c'est vraiment, c'est devenu compliqué quoi. Hein. Même dans des centres comme ça où normalement c'est pour l'excellence sportive, tu te dis bah voilà ils vont quand même servir des trucs sains. Et ben en fait pas du tout. Puis là, on a échappé au cordon bleu heureusement. J'ai cru qu'à un moment ils allaient nous servir des frites. Je dis putain c'est pas possible. Ils vont nous faire la peau ceux-là. Et bref, on a échappé à ça, mais c'est un endroit donc que je ne recommande pas, la base à Temple-sur-Lot. Voilà. Ouais, ouais, mais sur la diète, mais nous, effectivement, on a du mal à appréhender comment est la vie d'un sportif de haut niveau, déjà sur le plan de l'entraînement. Alors toi, peut-être que maintenant que tu fréquentes un peu plus les préparateurs physiques, tout ça, tu appréhendes, et puis tu avais, y compris l'équipe de France de kayak, t'appréhendes mieux. Mais c'est vrai que sur la diète, quand on réunit un petit peu les petits morceaux du puzzle qu'on entend à droite, à gauche, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau au final qui suivent pas vraiment de diète Ah non, mais et même non, qui mangent pas très très bien. En fait, c'est ça qui semble ressortir de bien ce qu'on sûr. entend. Hein? Ben moi, C'est un peu c'est ce que je étonnant, vois mais on a depuis un l'impression que c'est moment. ça. Bien sûr, c'est ce que je vois depuis longtemps. Et c'est et donc, tu vois, j'ai fait le stage et donc un de mes potes, il me dit, bah t'as l'air fatigué toi en fin de semaine.
alors qu'on a déjà fait des stages ensemble. Ben je dis ouais, mais là, vu ce qu'on bouffe, je récupère pas en fait, je suis mort. Je dis il y a du gras saturé partout à crever. Franchement, c'est pourri ce qu'on mange. Je dis ça va pas. Il me dit mais attends, tu crois que ça joue autant? Ben je lui dis écoute, je dis au dernier stage 2 mois avant, je mangeais ma bouffe et j'étais en pleine forme. Hein. Je dis j'étais pas fatigué, hein. Je pouvais faire ça ad vieternam quoi. Là, j'étais rincé quoi. Vraiment, j'étais crevé. La malbouffe et c'est parce que c'est minimisé en fait son impact. On se rend pas compte, mais moi je sens bien que quand je mange sain, je suis entre guillemets une machine. Quand je mange pas sain, je suis pas une machine et que tout devient difficile quoi. Mais bon, c'est vrai que. Eh ouais, t'es pas fonctionnel de la malbouffe, Ah Rudy. non, Si en t'étais plus j'avais mal au vraiment bide. fonctionnel, tu devrais être à, Ah tu ouais, mais devrais en être à plus j'avais mal. 100% même avec de la malbouffe. Attends, ils m'ont servi un moment de la macédoine en entrée, tu sais, avec la sauce et tout, et le lendemain de la piémontaise. Je pouvais pas bouffer ça. De la piémontaise ou de la macédoine, Fabrice, tu te rends compte? Avec de la saucisse Oh. dégueulasse coupée dans la piémontaise et tout. Oh là là. Tu vois ça, tu te dis, mais c'est une blague ou c'est caméra cachée? Tu te dis, ouais, c'est pas possible. Bah si, Fabrice. Donc je ne recommande absolument pas Temple sur Lot. Voilà. C'était peut-être le même cuistot que quand je mangeais au Crous il y a 25 ans de mon université. Bon, alors Rudy, puisque maintenant on a entendu tes tamalous et ta malbouffe, on peut peut-être passer au sujet que j'avais retenu pour le podcast. Ah, Alors Alors je voulais faire un retour vers le passé. Comme il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont la quarantaine, ils doivent se souvenir de ça. C'est que dans les années 80, 90 et même au début des années 2000, la pratique de la musculation était complètement associée à ce qu'on appelait la gonflette. Donc, le sens commun était de dire qu'en gros, quand on faisait de la muscu, on s'agitait à la salle d'entraînement, et puis on avait les muscles qui gonflaient en s'agitant à l'entraînement, et en fait, c'était un volume musculaire qui ne servait à rien, et c'est pour ça qu'on imaginait que c'était de la gonflette. Bon, les gens n'étaient pas aussi cons pour imaginer que c'était de l'air qu'il y avait dans le muscle, mais en gros, c'était censé être du muscle qui était complètement inutile, comme si on avait un petit peu pompé à la salle d'entraînement. Et puis voilà. Et on disait aussi que ça rendait lent et que ça rendait con. Avec le truc d'avoir un muscle à la place du cerveau quand on faisait de la muscu. bon, en gros, fallait C'était pas en ça faire, qu'on hein. entendait. Voilà, fallait pas en faire. Fallait pas en faire, mais c'est vrai. Mais franchement, souvenez-vous, pour ceux qui connaissent, on a entendu ça. Moi, je me suis intéressé à la muscu dans les années 90. Dès le début, je l'ai entendu. Quand je me suis mis à la muscu à 16 ans, j'en discutais avec les voisins disaient la muscu c'est de la gonflette. Enfin voilà, c'était le truc complètement commun. Et là, avec YouTube il y avait YouTube et Hollywood qui a démocratisé le fait que il est de bon ton d'être musclé et en forme maintenant. Hein, c'est devenu Bien une sûr. espèce le mâle alpha ou l'influenceur alpha est censé avoir de l'argent et être un petit peu musclé. Et qu'il y a des salles de muscu qui se sont mises partout. Eh ben, j'ai l'impression qu'on n'entend plus du tout ce truc-là, comme quoi la musculation serait de la gonflette. En fait, cette espèce de mythe qu'on a combattu pendant des années en expliquant de manière physiologique que c'était impossible, eh ben, a disparu de lui-même grâce simplement aux influenceurs, à Hollywood, et puis au fait que la muscu se soit complètement démocratisée. Est-ce que tu ressens ça aussi? Ouais, après, il y a aussi le fait qu'on fréquente peut-être moins de monde qu'à l'époque. Alors, à l'époque, au début des années 2000, donc quand on faisait de la muscu, on était des marginaux. Et moi, j'allais encore à l'école. Toi, t'étais encore dans le monde de l'entreprise, donc tu voyais plein de collègues, tout ça. Donc forcément, on était peut-être plus sensible et plus accessible pour recevoir ce genre de critiques. Aujourd'hui, comme on est dans le milieu de la muscu et puis qu'on travaille de chez nous, on voit moins de monde. Et moi, je côtoie pratiquement que des personnes qui sont soit dans le milieu de la muscu qui veulent devenir coach avec les BPGEPS, soit des personnes à ma salle qui sont dans le délire un peu muscu ou musculation sportive pour leur sport. Donc, je vois presque que des personnes qui sont dans ce truc-là. Et même les personnes que je vois au kayak, ils font de la muscu. Donc, pour eux, il n'y a pas non plus d'histoire de gonflette, sachant que beaucoup ont des physiques assez incroyables. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, avec Hollywood, tous les films et tout, maintenant, c'est in d'être musclé. C'est in. Et puis, en plus, on te vend, je pense que ça s'est beaucoup démocratisé. Je sais pas si tu l'avais vu, le film 300 à l'époque, où c'était un peu avec les débuts de la popularisation du CrossFit, où on leur disait, ils font de l'entraînement fonctionnel pour être comme ça. Alors que bon, ils faisaient pas que ça. Et c'est vrai que maintenant, c'est un peu in de devenir, d'être musclé. Déjà, à l'époque, on écrivait des articles pour dire que la gonflette, ça n'existait pas. Pour rappel, ça vient d'un mythe, d'une légende
qui avait été propagé notamment par les haltérophiles à un moment pour discréditer les culturistes, pour dire que eux c'était de la gonflette parce qu'ils soulèvent beaucoup moins lourd que les haltérophiles et ils étaient plus musclés. Alors que bon, il y a bien d'autres facteurs et donc à un moment il y avait eu cette histoire d'hypertrophie des sarcomères myofibrillaires et hypertrophie du sarcoplasmique. Et donc on disait il y a la masse et le volume. Et donc les culturistes, les gens qui voulaient prendre du muscle avaient surtout du volume. Donc ils se remplissaient de liquide entre guillemets. Sauf que on s'est aperçu avec les années que le développement des sarcomères était proportionnel au développement du sarcoplasme et donc on pouvait pas vraiment faire varier ça, c'était vraiment proportionnel. Et donc c'est tombé vraiment en désuétude pour au final, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'entends pas du tout le mot gonflette, mais parce que la salle de muscu, c'est le bistrot maintenant. Tout le monde va à la salle de muscu, tu vois bien, tu passes devant une salle, il y a toujours du monde. Même ta voisine. Il va à la salle. Elle fait peut-être pas beaucoup de muscu, mais elle fait peut-être un cours par-ci, elle fait un peu de tapis, elle soulève 2-3 poids. Tout le monde y va. Donc personne va se discréditer en disant ah ça sert à rien, c'est de la gonflette, alors que tu pratiques. Alors qu'avant personne pratiquait, donc forcément quand tu connais pas, t'as tendance à essayer de décrédibiliser ceux qui font quoi. Voilà. Et alors donc si tu te souviens aussi dans les années 80 ou 90, donc quand il y avait que quelques acteurs qui étaient très musclés, comme par exemple Stallone ou Jean-Claude Van Damme ou Arnold Schwarzenegger, et ils étaient bon, c'était moins le cas pour Arnold Schwarzenegger, mais ils étaient présentés un peu comme des imbéciles, tu vois. Ah oui, bien sûr, ils faisaient que des films comme ça. Effectivement, ils passaient pour nécessairement. Voilà, nécessairement, ils étaient bêtes parce qu'ils avaient des gros muscles et donc ils avaient passé trop de temps à travailler leurs muscles et pas assez de temps à travailler leur cerveau et du coup, c'est pour ça qu'ils étaient bêtes. Et en fait, de nos jours maintenant, il n'y a plus du tout cette association et il y a des types balèzes partout dans n'importe quelle affiche de film, vu que je regarde pas les films, mais au moins les affiches. Ils sont tous balèzes maintenant. Les Avengers sont balèzes. Tout le monde est balèze partout. Et puis, c'est plus du tout associé à de la bêtise. Il reste donc, quand même l'acteur qui a changé. Il reste l'acteur américain The Rock qui passe toujours pour un bénet dans les films à faire que des rôles de rigolos et jamais des rôles sérieux. Mais c'est vrai que sinon, c'est vrai que l'époque, nous, les mecs faisaient les comiques. On se souvient qu'ils donnaient toujours des répliques un peu bidons à Schwarzenegger, des trucs comme ça. Et puis maintenant, de toute façon, ça a été entre guillemets prouvé depuis maintenant des années que le mouvement, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on développe tout ça. Donc forcément, quand tu es musclé, en général, c'est que tu bouges un minimum et donc ça contribue en plus à un développement normalement cognitif. Mais bon, après, plus ou moins en fonction des individus et de ce qu'ils font à côté. Mais ouais. Ok, et alors on entendait encore deux autres choses. Un truc hyper classique dont on a déjà parlé 50 fois, c'est la musculation nuit à la croissance osseuse. Et donc si t'es adolescent puis que tu fais de la muscu, tu resteras tout petit. Alors je sais pas si on l'entend encore, ça maintenant tout le monde fait de la muscu. Beaucoup moins. Moins. Hein, c'est vrai, il me semble. Hein. Il me semble qu'on l'entend plus. Et après, il y avait aussi quelque chose qu'on entendait beaucoup et que là, on n'entend plus, alors que paradoxalement, ce truc-là, c'était vrai. C'était de dire que la musculation rendait lent. En tout cas, la musculation pour prendre du muscle rendait lent. Et nous, moi au début, j'y croyais pas, mais c'est vrai qu'avec le temps, j'ai trouvé qu'effectivement, ça rendait lent si jamais on ne pratiquait pas à côté, de l'explosif. Voilà, si on se mettait que à faire de la muscu, on avait tendance à être un petit peu lent, même en s'efforçant de pousser sous les barres ou de tirer sur les barres le plus rapidement possible, parce qu'on a vu que c'était mieux d'ailleurs pour prendre du muscle d'avoir l'intention de pousser et de tirer rapidement. Il n'en demeure pas moins que dans les faits, on effectue sa musculation de manière lente et effectivement après on est lent en fait, on perd en explosivité si on n'a pas travaillé par ailleurs son explosivité. Et donc ça, ce mythe-là finalement n'en était pas un de mon point de vue. Bien sûr. T'as un avis là-dessus? Non, mais c'est vrai. J'ai fait une vidéo il y a peut-être 3-4 semaines là-dessus. Je sais. Il regarde mes vidéos. Enfin. Après presque 20 ans à faire du contenu, il regarde enfin après 20 ans. Mais bref. Et effectivement, ça, je m'en suis bien rendu compte aussi. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai reçu ma nouvelle poulie iso-inertielle. Moi, je l'ai pas encore testé parce que là, il y a pas mal de tests à faire, tout ça. Donc, ça va me mettre peut-être, là, j'ai pas mal de courses ces prochaines semaines. Donc, ça va être compliqué de vraiment tester de fond en comble cette nouvelle poulie. Mais ouais, je m'en suis rendu compte parce qu'effectivement, on devient lent et donc on perd en explosivité. Et dès qu'on fait un peu de pliométrie ou là de l'iso-inertielle, on voit bien qu'on gagne de la vitesse très, très, très rapidement ou en utilisant des bandes élastiques. On voit bien qu'on gagne en vitesse que on avait entre guillemets perdu. Et c'est un truc
qui est assez facile de maintenir. Moi, je me souviens j'avais un copain un peu plus âgé qui me disait à chaque fois, fais un peu de pliométrie en début des entraînements, ça va pas te fatiguer, ça va t'aider justement à garder un peu de vitesse. Et donc, forcément, je l'écoutais pas. Puis, mais en fait, avec le recul, il avait raison. Il avait raison. Ça aide entre guillemets à garder une certaine vivacité. Sinon, c'est vrai que la musculation, pour prendre du muscle, on est toujours en train d'essayer d'isoler, même si on se pousse le plus fort qu'on peut, on est toujours en train de contrôler parce que on veut utiliser les bons muscles, on veut que il n'y ait pas de phase de repos entre guillemets durant le mouvement, que ce soit vraiment profitable. Et donc, on est vraiment, on devient lent. C'est pour ça que la musculation sportive entre guillemets, la préparation physique, il y a vraiment toute cette histoire de périodisation qui est hyper importante pour développer, on va dire, les choses dans l'ordre en fonction de comment on souhaite être après en compétition, de ce qu'on doit montrer, parce que tu peux pas faire tout entre guillemets à la fois. Voilà. Ok. Et voilà. Donc c'est pas le plus musclé qui est le meilleur boxeur, par exemple. C'est ça. Mais donc c'était un retour dans le passé, et j'ai trouvé ça amusant de me dire que voilà, en quelques années, cette histoire enfin, toi tu dis que c'est peut-être lié au fait à notre environnement, mais moi j'ai vraiment l'impression que qu'on n'en parle plus de cette histoire de gonflette, et que c'est pas juste lié à notre environnement qui aurait changé. Et voilà, je trouve ça marrant de voir comment en quelques années on changé complètement les choses, et comment voilà, être musclé est devenu in, et alors qu'avant c'était un peu décrédibilisant, voire même pénalisant en fait d'être musclé, parce que c'est associé à des caractéristiques intellectuelles et autres qui étaient mauvaises, alors que maintenant il n'y a plus cette association. Alors, deuxième sujet, Rudy. Ah, je suis prêt. T'es toujours avec moi? Alors, tout au long de ces podcasts là, ça fait 5 ans qu'on les fait, on a souvent insisté sur le fait que dans l'effort physique et dans les différentes qualités physiques, tout était toujours plus spécifique qu'on pensait. Chaque fois qu'on croyait que vraiment c'était encore plus spécifique qu'on l'imaginait, et à chaque fois on se dit mais mince, c'est encore plus spécifique que spécifique que spécifique. Alors je donne un exemple pour être sur la musculation. Si vous faites beaucoup de presse à cuisse et pas de squat, vous n'aurez pas beaucoup de transfert entre la presse à cuisse et le squat. Ça, bon, on comprend à peu près. Parce que la presse à cuisse, on travaille pas autant le dos, l'angle du mouvement est pas tout à fait le même, donc encore ça, on peut le comprendre. Mais par exemple, si vous faites que du demi-squat, mais pas de squat complet, on s'aperçoit que les progrès en demi-squat vont pas nécessairement être corrélés au squat complet. Pareil, parce qu'il y a une petite différence au niveau de l'angle, des muscles qui sont pas travaillés tout à fait de la même manière. Et puis déjà, on voit qu'il n'y a pas une bonne corrélation, alors même que les mouvements semblent très, très spécifiques. Et donc, il y a plein de choses comme ça où on s'aperçoit que c'est très spécifique. Voilà, si vous progressez au développé incliné et que vous n'avez pas fait de développé couché depuis longtemps, ça se trouve, vous aurez régressé au développé couché, c'est même sûr. Voilà, si vous faites du développé décliné, de l'incliné et du pullover, et par rapport à quelqu'un qui ferait des dips et du développé couché, c'est pareil, il n'y a pas de transfert. Enfin bon, voilà. Tout est spécifique, on l'a vu avec les exercices de muscu. Mais là, je l'ai découvert aussi avec le ballon suisse Rudy. Fais-moi rêver. Alors, je me souviens, dernière nouvelle, tu faisais le Superman dessus et tu avais mis un peu de temps avant de le maîtriser. Exactement, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, c'est même pas tout à fait un Superman que je fais parce que je tends pas les bras, ils sont fléchis. Mais oui, ça m'avait pris un petit peu de temps. Mais là, il y a d'autres trucs. Alors, pour rappel, moi, j'avais un ballon suisse chez moi parce que déjà, je piquais celui de ma femme qu'il avait acheté pour s'asseoir dessus derrière l'ordinateur plutôt que d'être sur une chaise. Mais finalement, elle ne l'utilise plus de cette manière. Mais c'était pour ça que j'en avais un. Et en fait, moi, mon exercice phare avec le ballon suisse, c'était le crunch sur ballon suisse, où j'ai répété des tas de fois sur ce podcast que c'était pour moi le meilleur exercice pour les abdominaux. Le crunch sur ballon suisse. Mais j'avais jamais fait d'autres exercices avec ce truc-là. Pour moi, le ballon suisse, c'était pour les seniors qui faisaient du pilates ou des choses comme ça. En gros. Ou les femmes qui voulaient se tonifier un peu les fessiers. Donc tu es devenu une personne âgée qui veut se tonifier, quoi. Ouais. Puis après, je me suis dit, puisque cet exercice-là, Superman, ça se révèle plus difficile que ça n'était, étudions un petit peu les autres exercices. Et donc, un truc hyper classique qu'on peut faire avec le ballon suisse, c'est des exercices dits de gainage. Donc, c'est très simple. À la place de faire votre gainage par terre sur les coudes, là, le gainage frontal pour les abdominaux, vous allez le faire sur le ballon suisse. A priori, on se dit, ça devrait même être plus facile,
vu que on est surélevé au niveau de l'avant, quand on se soulève au niveau des coudes, l'angle est plus facile, on a moins de poids à porter. Donc, a priori, en fait, le gainage sur le ballon suisse devrait être plus facile parce qu'on est surélevé. À l'inverse, pour ceux qui ont déjà fait du gainage, si jamais vous faites du gainage frontal en mettant vos pieds sur une marche d'escalier ou sur deux marches d'escalier, normalement, ça augmente la difficulté parce que là, vous avez un angle qui est plus défavorable, puis vous portez un petit peu plus de poids. C'est pour ça que voilà, sur une marche d'escalier, c'est plus dur qu'au sol. Et donc, j'ai testé. Et ben, il s'est avéré que c'était beaucoup plus difficile que je ne le pensais, Rudy. Et ben, simplement parce que, comme on peut l'imaginer, finalement, quand on y réfléchit, et ben comment dire, le corps doit faire des espèces de micro-adaptations pour rester stable sur le ballon suisse, parce qu'il y a je sais pas comment dire, des espèces de micro-mouvements là, comme c'est pas tout à fait stable. Et en fait, ces espèces de micro-mouvements et ces micro-compensations que doit faire le corps, ça fatigue très rapidement la ceinture abdominale quand on n'y est pas habitué. Bah, bien sûr. Et donc, alors que sur la partie gainage, je suis pas aussi bon en gainage que j'étais avant ma blessure au dos, mais c'est quand même quelque chose que j'ai travaillé. Voilà, je peux tenir très longtemps en gainage au sol. Je me disais, ça va pas poser problème. Et ben, tenir 40 secondes, j'ai les abdos qui étaient bien cramés. Et je me suis dit, mais diable, quelle diablerie, comme tout est spécifique. Tu te crois bon en gainage, tu vois? Parce que là, il y a même pas de mouvement. On aurait, par exemple, imaginons que j'avais fait du gainage sur roulette. Vous connaissez l'exercice là où on utilise une roulette, on se met sur les genoux parce que sur les pieds c'est très très difficile, mais voilà, sur les genoux. Là, comme c'est un gainage dynamique, on peut se dire, voilà, celui qui fait du gainage statique tout le temps sur les coudes, il va galérer à passer en gainage dynamique sur roulette. Ça, on comprend. On se dit, c'est différent. Mais là, tu vois, c'est du gainage statique dans les deux cas. Donc, tu te dis, il va y avoir un transfert qui va être pas mal. Eh ben, même pas, en fait. C'était assez difficile. Et alors, il y a une autre manière de faire le gainage sur le ballon suisse, c'est tu te mets en position pompe. Et tu tiens ta position pompe, mais sauf qu'à la place d'avoir les mains au sol, eh ben, tu poses tes mains sur le ballon suisse. Et pareil, en fait, c'est pas facile du tout. C'est pas facile. Donc là, j'y arrive. Mais la première fois, quoi, je tremblotais et j'avais les abdos, qui bossaient pas mal. Bien sûr, mais non, Et mais moi, donc voilà. j'en ai déjà fait des trucs comme ça. Et justement, bah, en kayak, comme c'est assez instable le kayak, on fait pas mal d'exercices avec ce ballon suisse, la Swiss Ball. Et on voit que, et tu vois, c'est tout l'art du kayak auquel tu vas peut-être bientôt te mettre, on sait jamais, avec le lac que tu as à côté de chez toi. Mais c'est ça, en fait, c'est sans arrêt instable avec les vagues. Et en fait, tu dois rester gainé. Donc, c'est que des micro-mouvements, de la coordination vraiment très précise. Et pour pouvoir mettre toute la force que tu veux pour avancer. Sinon, t'avances pas et tu te casses la gueule, quoi. En fait, c'est que ça. Voilà. Mais ouais, donc j'étais très surpris. Hein. J'imaginais que c'était facile vu que on voit des petits exercices un peu comme ça en pilates parfois et au final c'était pas si facile ou en tout cas j'étais pas prêt pour ça parce que c'était un truc spécifique que j'avais pas travaillé alors que je pensais que j'avais un gainage qui était tout à fait décent. Donc grosse surprise. Alors dans le même style, chez mon kiné il y a ce qu'on appelle un bosu ou un bosu, je sais jamais comment le prononcer ce truc-là. Un demi-ballon suisse. Alors, on va appeler demi-ballon suisse. Donc là, le principe, c'est que vous avez un demi-ballon suisse et puis une plateforme par-dessus. Et cette fois-ci, vous montez dessus et vous allez pouvoir faire des exercices. Soit vous vous mettez sur une jambe et puis l'idée, c'est de tenir plus ou moins sur la jambe en faisant différents mouvements de bras. Et puis du coup, vous avez votre cheville qui doit... Non, j'ai mal expliqué. Ça, c'est quand on met le bosu à l'envers et qu'on met son pied sur le demi-ballon suisse. Voilà. Donc toi, qu'est-ce que tu fais dessus, Fabrice? Dis-nous tout. Et ben voilà. Donc ce petit exercice-là, et donc là, c'est votre cheville qui doit se stabiliser. Bon, ça, ok. Pas de problème. Mais effectivement, on peut le mettre, on met le demi-ballon suisse en contact du sol, la plateforme par-dessus, et puis on monte sur la plateforme. Et l'idée, c'est de tenir comme ça, par exemple, en quart de squat ou en demi-squat, et éventuellement en faisant des choses avec vos mains. Donc là, par exemple, la kiné, elle me lance le ballon sur moi, ou légèrement à côté de moi, et je dois rattraper le ballon, tout en restant stable sur le bosu en position quart de squat. Et en 2-3 séances, j'ai progressé un petit peu, mais la première fois qu'elle m'a fait monter sur ce truc-là,
Eh ben, je tremblais comme une feuille. Je tremblais comme. Ah non, c'était pitoyable. C'était pitoyable. En fait, je tremblotais dans tous les sens. Mais bien sûr. J'essayais de contracter mes cuisses. Je me disais, putain, sois stable, contracte les cuisses. Tout ça fait quelque chose. Concentre-toi. Impossible. Ça tremblait dans tous les sens. Mes chevilles, mes genoux, tout tremblotait. Et j'étais tout ridicule parce que la kiné, elle, m'avait fait la démonstration juste avant. Et elle tremblait pas. Tout était bien, quoi. Elle était en quart de Et elle, squat elle a sur pas le du tout truc. un look de sportive, et elle y arrive Bah, facile, quoi. elle a pas un mauvais look, hein, mais effectivement, elle y arrivait sans problème. Et là, on pourrait se dire, bon, bah, c'est peut-être parce que j'ai mes problèmes au genou ou quoi que ce soit, mais justement, avec ces problèmes au genou, je fais beaucoup de travail en isométrie parce que je peux pas, je suis limité dans mon dynamique, et donc ça fait un moment que je fais la chaise contre le mur là, plusieurs fois par semaine. Et donc, je finis par être très à l'aise pour faire la chaise contre le mur. Et donc, je me disais, bon, bah voilà, c'est de l'isométrie, ça doit se transférer. Mais en fait, c'est la même chose qu'avec le ballon suisse. Il y a ces espèces de micro, je sais pas quoi, vibrations, cette micro-stabilité à avoir que bah, j'avais pas la première fois et du coup, je tremblotais de partout. Mais là, c'est un petit peu amélioré. Et c'est pour dire à quel point tout est spécifique et que vraiment, cette histoire de fonctionnel, je vois pas comment on peut être fonctionnel partout, à moins d'y passer 10 heures par jour. Vraiment, je vois pas. Ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe. Mais chaque fois que je teste un nouveau truc, un tout petit peu différent, ça semble difficile. Donc, je comprends pas, Rudy. Non, mais Est-ce qu'on peut vraiment être fonctionnel ou qu'est-ce non, qui se mais passe? ça c'est de la coordination très très précise. Moi, je te dis, moi c'est beaucoup ce que je vois au kayak et c'est ce qui me manque principalement. C'est vraiment une coordination très très fine et précise. Et c'est quelque chose que tu acquiers vraiment à force d'en faire. Et une fois que tu l'as, par contre, ce que je remarque, c'est que tu le perds beaucoup moins rapidement. Tu vois, tous ceux qu'on ont fait, bah, là, le kayak pendant 10 ou 15 ans, comme j'ai vu pas mal de sportifs de haut niveau, bah, eux, s'ils arrêtent le kayak genre 2 mois, ils se remettent dedans. Bon, ils sont stables, tu vois. Alors que moi, si j'arrête genre une semaine, bah après, je dis, oh là là, putain, j'ai perdu ce truc-là. Mais c'est comme si, à mon avis, tu devais développer vraiment des connexions nerveuses qu'on n'a pas. En fait, on n'a jamais développé vu qu'on faisait des mouvements de muscu plutôt lents, comme tu l'as dit. Et donc, bah là, tu dois redévelopper de nouvelles connexions nerveuses en partant de zéro. Donc, le temps, entre guillemets, que les nerfs s'épaississent grâce à la myéline, tout ça, et ben, il se passe un sacré temps, un sacré temps, un sacré temps. Et en plus, comme maintenant, t'es plutôt vieux, et ben, il y a tant de probabilité que ça reste de moins en moins dans le temps si tu le fais pas régulièrement, quoi. Donc, tu vois, sur le même ordre d'idée, moi, j'ai je t'en avais parlé, une Indoboard. Donc, j'avais eu il y a peut-être 2 ans. J'en fais de temps en temps pour le kayak, justement, pour l'instabilité. Et, Alors, explique ce que c'est par rapport à un bossou. et ben en fait, il y a un gros rouleau et c'est une planche de bois qu'on met par-dessus. Donc, taper une Indoboard, voilà, c'est juste, je crois que ils en vendent peut-être à Decathlon ou dans les magasins de sport comme Go Sport et tout ça. Donc un rouleau, comme un rouleau de massage, mais sauf qu'il n'y a pas de picot, il y a rien, et une planche de bois dessus. Donc c'est vendu assez hors de prix pour ce que c'est. Et donc on peut le fabriquer soi-même. Et donc, bah souvent c'était utilisé. J'avais découvert ça avec mon pote Cédric Bernard que j'avais interviewé à l'époque pour le podcast spécial endurance, avec qui on passe le bonjour parce qu'il doit nous écouter. Et il m'avait montré, et lui il faisait ça debout parce que lui il vient du ski, puis il fait du wake surf, tout ça, et donc il en faisait plein, et puis en préparation physique il en faisait faire plein. Et il me montrait, et je dis oh putain ça a l'air balèze et tout. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, j'ai essayé de monter dessus, et en fait tu fais pas gaffe, tu te tiens pas, tu te casses la gueule. Vraiment, tu te dis mais c'est pas possible. Et tu fais par exemple, on en avait parlé par rapport à tes genoux, tu fais du squat dessus, si t'as pas l'habitude, bah tu trembles vraiment aussi comme une feuille. C'est vraiment assez horrible. Par contre si t'en fais régulièrement, bah tu vois que tu deviens stable, tu vois que c'est beaucoup plus facile. Mais ouais, je pense que c'est des mouvements tellement précis qu'on n'a pas l'habitude de faire qu'en fait, on les a pas. On les a pas tout simplement. Et que, comme tu le dis, tout est très très spécifique, que tu travailles pas. Et c'est pourquoi que à chaque fois, tu dois bien choisir, définir tes objectifs pour savoir ce que tu dois travailler, parce que sinon, à la fin, on en arrive à s'entraîner toute la journée. Il y a tellement de choses où on est nul parce qu'on les fait pas. Tu te dis, bah, je n'ai pas envie de rester nul, faut que je les fasse, faut que je les fasse, faut que je les fasse, quoi. Mais bon, c'est vrai que Effectivement. c'est un peu déconcertant. Mais bon, ça apprend aussi l'humilité de se rendre compte qu'en fait, t'as beau faire 5 reps à 150 au coucher, en fait, je te mets sur un bosu et puis t'es une croûte, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. Alors, Rudy, est-ce que tu veux savoir où j'en suis dans le Tamalou avant Ah d'attaquer bah, les éventuelles questions du forum? tout à fait. Alors, j'aimerais bien savoir où tu en es. Donc déjà, on avait parlé la dernière fois justement de ce squat bosu ensemble et tu m'avais dit que voilà, bah t'étais pas trop stable. Est-ce que maintenant déjà t'es stable quand tu fais ce squat bosu?
Ouais, bah écoute, ce matin j'étais chez le kiné, j'étais bien meilleur que la dernière fois, sans avoir pu le travailler d'ailleurs de manière spécifique, vu que j'ai pas de Bosu chez moi, mais bah, je sais pas, là ça, j'ai eu une petite progression depuis la fois d'avant, enfin même une grosse progression depuis la fois d'avant, donc ça c'est plutôt cool. Sinon, alors pour mes histoires de dos, donc pour ceux qui se souviennent, après mon opération j'avais le bas du dos qui était devenu tout raide, et donc petit à petit ça se déraidit, et donc je progresse. Et maintenant, j'arrive presque à faire la posture de l'enfant de yoga. Alors, non pas que que je cherche à faire du yoga, loin de moi cette idée. Là, je suis bien vacciné. Mais la posture de l'enfant, pour ceux qui connaissent pas, bah, c'est on s'accroupit par terre et puis après on allonge, on laisse dérouler son dos et sa colonne vertébrale. Et donc, bah, il faut avoir le bas de la colonne vertébrale qui soit pas trop raide pour faire la posture. Et jusqu'à il y a peu, c'était impossible pour moi. Dès que je courbais un peu le bas du dos, et ben ça me faisait une sensation très bizarre dans le bas du dos, comme si j'étirais quelque chose dans le dos, c'était pas agréable, mais là petit à petit ça passe. Et de la même façon, maintenant Rudy, je peux presque faire un crunch à la mat. Et là, vous allez comprendre que Oh! que je partais de vraiment loin. Donc, pour ceux qui se souviennent, la batte, c'est un petit coussin qu'on met au niveau de ses lombaires quand on essaye de faire un crunch. Donc, pour moi, le crunch au ballon suisse, c'est supérieur au crunch à la mat, qui lui-même est supérieur au crunch au sol. Et ce qui se passe, c'est que juste mettre la mat sous moi et même pas faire le crunch, juste mettre la mat sur moi et tenir la position de départ du crunch à la mat, c'était déjà difficile parce que j'avais l'impression qu'on m'étirait, d'être écartelé comme si je subissais le supplice du cheval qui écarte les gens au Moyen Âge. Tellement ça m'étirait le bas du dos. Et, euh, et au fil des séances, là ça va mieux. Maintenant, j'arrive à tenir cette position crunch avec la mat sans que ça me tire trop le dos. Voilà, je peux respirer tranquillement et entre guillemets méditer dans la position. Mais c'est pour vous dire à quel point mon bas du dos était devenu raide suite à l'opération et au fait que pendant plusieurs mois, j'osais pas trop mettre en flexibilité ce bas du dos et que je faisais énormément d'exercices de gainage. Justement parce que je pensais que c'était ça qui allait me préserver à nouveau de la blessure. Donc en fait, je rajoutais de la raideur alors qu'en fait, il me fallait aussi de la flexibilité. J'ai pas fait les deux, et donc bah maintenant, j'ai galéré un peu pour retrouver de la flexibilité, mais ça revient un petit peu, même si à chaque fois, bah, c'est stressant parce que je ressens des trucs un peu bizarres, tout ça. Mais bon, ça a l'air en bonne voie. Et alors, figure-toi que le test ultime, Rudy, c'est simplement de toucher avec les mains le sol, jambes tendues, le fameux test de base Ouais, ouais, qui avant a et été donc, coupé. Ouais. c'est bon maintenant, non? Alors, je touche un petit peu, mais déjà, il faut que je mette les jambes légèrement fléchies, parce que je veux pas mettre trop de tension au niveau du nerf sciatique. C'est quand on tend complètement les jambes, c'est surtout le nerf sciatique qu'on étire, en plus des disques jambiers. Donc déjà, il faut que j'ai les jambes légèrement fléchies. Et ce qui se passe, c'est que là, je le fais beaucoup avec les hanches, mais pas assez avec le bas du dos, Ah ce ouais, qui tu vas fait que pas j'ai arrondir alors. voilà, j'ai du mal à arrondir. Là, ça arrondit un peu petit à petit. Donc, j'ai le bout des doigts qui touche, mais je peux pas poser entièrement la main parce que j'arrondis pas assez le bas du dos et tout se fait au niveau des hanches. Enfin, non, pas tout. Une bonne partie se fait au niveau des hanches et donc du coup, j'ai pas suffisamment le bas du dos arrondi pour toucher à pleine main. Mais bon, petit à petit, Et je donc, gagne un peu. est-ce que ce dos presque fonctionnel te redonne envie de faire de la muscu? Oh Classique? non! Oh non, non, t'es fou. Oh non, 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 t'es fou. Mais justement, ça, je vais en parler. Mais là, donc, je peux enchaîner là-dessus. Effectivement, j'avais dit que dans une optique de musculation santé, je vais parler de renforcement musculaire plutôt santé, je m'étais mis à m'entraîner avec cette espèce d'intervalle. Donc, où en gros, je fais plusieurs dizaines de rounds avec 40 secondes de travail, 20 secondes de pause, ce qui est très facile à mettre en place avec un smartphone, depuis que j'ai un smartphone. Et en gros, j'enchaîne mes exercices de renforcement musculaire comme ça. Donc, ça peut être des variantes de pompe, des variantes de rowing au TRX, la chaise contre le mur. Maintenant, je peux aussi faire du squat à vide, du demi-squat à vide avec le ballon suisse dans le dos. Voilà, je peux faire la marche de l'ours, donc la marche à quatre pattes. Des exercices de gainage, etc. Et donc à chaque fois, j'ai 40 secondes de travail, 20 secondes de pause, et puis j'enchaîne mes exercices comme ça. Et en fait, ça me convient très bien. Je suis sûr de pas être dans une optique de performance parce que je suis limité par les 40 secondes.
J'ai quelques exercices où j'arrive à m'amuser, bah là justement avec le ballon suisse, parce que c'est des exercices qui s'avèrent plus challengeants que je ne pensais. J'écoute ma petite musique, voilà, je fais des étirements à la fin pour retrouver de la flexibilité au Tu mets niveau quand du même pas la dos. musique de Rocky pour faire ça. J'ai honte, mais avant-hier, j'avais mis la musique de Bloodsport. Oh non, ah Je me suis dit, non, ah non, ah Bloodsport là ne là. mériterait pas ça. Ne Oh mériterait pas putain, ça. Van Damme se retourne, quoi. Ah Il dit, ouais. oh là 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 Mais bon, là, ah non. il y a quand même des petits exercices challengeants. Bah voilà, justement avec les ballons suisses au niveau gainage, bah je m'aperçois que j'ai encore de quoi jouer, hein, parce que je suis pas au niveau. Typiquement, faire donc la planche sur les coudes avec le ballon suisse. L'étape d'après, c'est de faire une montée de genoux et donc du coup d'être en appui que sur une jambe et le ballon. Donc voilà, il y a des petites étapes de progression que je peux pas qualifier de performance, mais qui permettent un petit peu de jouer. Donc voilà, de la même façon, là je fais le demi-squat avec le ballon suisse dans le dos. Bon, ça peut se faire sur une jambe. Enfin bon, voilà, il y a des petites progressions possibles qui sont suffisantes pour moi en ce moment. Et voilà, je m'en accommode assez bien finalement. En parlant de smartphone, En je fais tout cas pour le moment. une petite interlude. J'ai cru voir un compte Instagram, Fabrice. Est-ce que tu veux te confesser? Est-ce que tu veux Non, te non, confesser? C'est une honte. J'ai cru que tu me faisais une blague sur le forum quand tu m'en as parlé et je suis tombé dessus. Donc j'ai pas osé aller voir. Je me suis dit, ah, il me fait marcher. Et je suis tombé dessus avec des photos de recettes en plus. Mais attends, qu'est-ce qui se passe, Fabrice? Tu te mets sur Instagram? Qu'est-ce qui s'est passé? non, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, nous avec ma femme, on fait régulièrement des pizzas véganes Des entièrement maison, pizzas! pâte maison, tout ça. Ouais, ouais. Franchement, des fois, elles sont tellement belles que je me suis dit, mais c'est pas possible. Si j'avais un smartphone, je la photographierais, je la partagerais sur Oh Instagram. là Elle là est là trop belle. là, on a touché le bas-fond. Ça Et y est, là puis là, c'est la ouais, fin. c'est ça. Et puis là, la dernière fois, je me suis dit, ah bah tiens, mais justement, un smartphone, j'en ai un. Donc, je l'ai pris en photo et je l'ai mis sur mon compte Instagram avec quelques dizaines de fans. Et puis voilà. Mais bon, il n'est pas dit que je répète l'opération. De Comment nombreuses s'appelle fois. ce compte pour les gens qui veulent te suivre? J'ai oublié parce que j'ai changé le pseudo. Mais Ah, bah je c'est quoi? sais plus. C'est pas Ouais. Force Vegan ou je sais pas quoi? Non, je sais plus. Bon, peu importe. Bah, je vais le Peu retrouver importe, Rudy. pendant que tu parles. Je vais le retrouver. Voilà, tu le mettras. Tu le mettras. Ok, donc voilà, donc j'ai abordé le ballon suisse, j'ai abordé voilà ce que je pense être l'entraînement pour rester en forme avec ce système de on compte plus les répétitions, mais on fait 40 secondes d'entraînement, 20 secondes de pause. Après, on pourrait jouer sur ce timing. J'ai essayé 30 secondes d'entraînement, 20 secondes de pause, ça m'allait pas. J'ai fait 30 secondes, 15 secondes, ça m'allait pas. 40 secondes, 20 secondes, ça a l'air pas mal et ça a l'avantage que du coup, bah, sur les 40 secondes, soit on peut faire un exercice dynamique, genre des pompes, soit on peut faire un exercice de gainage parce que 40 secondes, ça va, c'est pas trop long ni trop court pour beaucoup d'exercices de gainage, donc c'est assez polyvalent comme temps. Donc c'est plutôt pas mal et c'est comme ça que je m'entraîne actuellement. Et d'ailleurs, Rudy, figure-toi que j'ai repris quelques kilos. C'est à Ah! 75 kilos. Eh ouais, même avec mon petit entraînement entre guillemets à la con comme ça, eh ben j'ai repris quelques kilos. Ah bah heureusement. Donc voilà. Heureusement. Ouais. Ouais. Et enfin, je finis sur mes histoires de syndrome fémoro-patellaire, que d'ailleurs on appelle aussi douleur fémoro-patellaire maintenant parce que symptôme, c'est trop connoté. Ah, J'ai eu t'as une écouté petite. un podcast que je t'ai conseillé, toi. C'était abonné. Exactement. Écoute, ouais, j'ai eu une petite amélioration là. J'ai l'impression que je recontrôle à nouveau les choses et que je tiens le bon bout. Donc, je peux faire maintenant quelques petits exercices de manière dynamique et notamment un exercice où en gros, je fais une descente en squat sur une jambe, sur une marche d'escalier. Voilà, donc en excentrique, hein, c'est ça. Du squat unilatéral Donc en excentrique. tu remontes à deux jambes alors. Ah non, pas encore. Pas encore. Là, le concentrique, ce sera pour la semaine prochaine. Là, je me contente de faire l'excentrique. Ça doit faire 3-4 séances que je fais ça. Et c'est pas mal, ça. Ça, c'est plutôt désensibilisant que sensibilisant en termes de douleur. Et puis voilà, la chaise contre le mur. Maintenant, je suis proche des 90 degrés. Donc là aussi, ça a progressé. Donc tout ce qui est au niveau du quadriceps, je vois que ça progresse. Et au niveau du moyen fessier, où j'étais relativement fort et pas pénalisé. Maintenant, je peux refaire du gainage oblique sur une jambe, ce qui est plutôt positif, sans aucune douleur. Donc, je pense que vraiment, c'est vraiment au niveau du quadriceps et du devant que je dois travailler.
mais le reste a l'air bon. Et je me suis trouvé une activité, Rudy. Oh C'est que maintenant, je marche dans l'eau. Eh ouais, je non, marche de dans l'eau. l'aquagym, de l'aquagym. Donc, je m'étais acheté une combi pour faire de la natation, mais malheureusement, de natation, je ne peux point faire. Pourquoi? Et un coup, parce que ça sollicite trop le genou, en fait, la brasse et le Merde. crawl, je sais pas nager le crawl. Donc la brasse, j'ai pas le droit et le crawl, je sais pas faire. Et je me suis dit, bah tiens, prends ta combi et va marcher. Puisque maintenant tu fais des exercices de senior avec le ballon suisse, va faire aussi de la marche de senior Oh en allant marcher dans putain. l'eau. Et donc j'ai mis ma combi, je suis allé marcher dans l'eau en écoutant des podcasts et de la musique, et en fait ça m'a fait un bien fou. C'était très bien ce truc-là, puisque du coup je suis un peu comme sur un vélo, ce qu'on appelle autoporté, c'est-à-dire que je porte pas tout mon poids. Du coup ça ménage un peu le genou, mais en même temps il y a une certaine résistance en avançant, et donc du coup ça fait un effort qui est doux, mais ménageant pour les articulations. Donc je dois faire ça depuis une dizaine de jours tous les jours, et j'ai de bonnes sensations avec ça. Et figure-toi, Rudy, que toute chose a un nom de nos jours, et ça s'appelle du longe-côte. Ça a un nom. Ça s'appelle du longe-côte. À quand les compétitions? Attends, mais c'est ça. Mais on vit dans un monde de dingue. Le moindre truc, il y a des compétitions. Donc, il y a des compétitions de longe-côte. Il y a différentes variantes. Il y a des gens qui le pratiquent avec des espèces de palmes que tu mets sur les avant-bras. Ça peut se pratiquer aussi avec une pagaie où tu pagaies pour aller plus vite. Enfin, c'est des trucs de fou. Donc, évidemment, tu as des sites dédiés au loge-côte avec un équipement qui coûte un bras. Donc, tu peux acheter la combi, le truc sur la tête, le machin le truc pour les pieds. Enfin, ça n'en finit pas. Et on se dit vraiment que quelle que soit l'activité, le moindre truc, ça, il y a quelque chose, quoi. Bientôt, pisser contre un arbre, ce sera une activité. Qui pisse le plus loin? Qui pisse le plus loin? Et mais donc voilà, donc je fais du longe-côte, vu que c'est un nom. Putain, un nouveau licencié en France. Et donc, évidemment, c'est très bon pour la santé, hein, parce que tout est toujours très bon pour la santé dans les activités modernes. T'es en plein air, voilà, tu stimules ton système cardiovasculaire. Bah, bref. Et donc, prochainement, j'espère pouvoir repasser sur mon vélo d'appartement, puisque j'ai eu une amélioration au niveau des genoux. Avec un peu de chance, le vélo d'appartement, ça doit passer. Et j'ai un certain optimisme pour Rudy, et je me dis que maintenant que j'ai passé le plus gros, il se pourrait bien que mes progrès soient exponentiels au niveau des genoux, mais je veux pas vendre la peau de l'ours. Ouais, Donc, t'emballes pas, je connais l'histoire. Hein. Ouais, c'est ça. Je me dis, prends ton temps, reste sur le truc que t'en as pour 3 à 6 mois. Là, t'as trouvé des activités où tu t'amuses. Le loge-côte. Voilà, je fais mon loge-côte, ça me fait mon activité que je peux faire tous les jours. Ça me remplace ma marche avec le podcast et la musique. Alors voilà, dans le temps, je faisais de la marche avec gilet lesté dans des côtes, avec des descentes et tout ça. Et ben maintenant, un an plus tard, je fais du longe-côte. Mais bon, au moins, je suis dehors, je peux me promener, puis j'écoute la musique. Et donc, voilà, ça me redonne du moral. Tu marches combien de temps, là? Parce qu'il y a des gens qui doivent en combinaison marcher comme ça, ils doivent dire, mais c'est qui ce type-là? Ouais, mais il y a pas grand monde là parce qu'il fait pas toujours très beau. Puis bon, tu sais, en plus que ça m'intéresse pas ce que pensent les gens, mais de toute façon ils en ont rien à foutre de moi. Mais bah, au début j'ai commencé tout doucement par 30 minutes, et puis après je suis monté à 45 minutes, 1 heure, et puis ben là je suis autour d'1 heure et quart. Et je pense que je peux monter encore plus parce qu'il n'y a pas tellement de contraintes. Ouais. Mais tu fais quoi? Tu fais des allers-retours? Oui, bah c'est ça. Je fais un aller puis un retour là dans un lac. Enfin, mais je pourrais aller beaucoup plus loin en fait. Il y a aussi l'option d'aller dans l'océan, mais enfin il y a plein d'options en fait. Mais oui, c'est ça le principe. C'est tu marches le long de la côte. Alors après, il y a toutes des techniques, et puis je m'arrête là parce que ça va saouler les gens. L'idée, en fait, c'est que tu dois être immergé l'eau doit aller au-dessus de ton nombril et puis avant ton cou. Et c'est à toi de trouver plus ou moins quelle est la. Ah ouais, t'es bien immergé. Ouais. C'est à toi de trouver le bon niveau d'immersion, voilà, le bon niveau d'immersion pour ménager le stress sur les genoux, puis en même temps être dynamique. Mais comme moi, j'en ai rien à fiche, en fait, il y a des fois, j'ai de l'eau jusqu'aux genoux, des fois ça monte un peu plus, des fois ça descend. En fait, ça dépend du nivellement de l'eau, entre guillemets, des différentes aspérités et de mon humeur du moment. Mais voilà, je varie. Moi, je m'en fous de tout ça. Bon, bientôt la tête sous l'eau, quoi. Ouais. En fait,
Ça m'a fait relativiser et je finis là-dessus. À un moment donné, j'avais des problèmes d'identité parce qu'avant, donc, je m'entraînais que pour la performance et j'associais mon ego à la performance, ce qui était un petit peu ridicule vu que franchement, tout le monde en a rien à foutre que je sois le champion de ma rue de la corde à sauter ou des trucs comme ça. Mais tu vois, même en termes d'identité, quand même, j'avais cette association. Je me disais, bon, toi, t'es pas n'importe qui, tu vois, tu fais de la corde à sauter, t'es pas n'importe qui, tu fais 12 minutes de gainage. Voilà, je le dis en caricaturant. C'était pas que je me sentais supérieur aux autres, mais tu vois, t'intériorises quand même Bien le sûr. fait que tu fais quelque chose que tu penses être pas mal. Voilà. Même si, quand tu y réfléchis, tu sais très bien que, bon, t'es le champion de ton activité hyper spécifique dans ton petit coin de rue, quoi, en gros, hein, pour caricaturer, vu que je faisais pas de compète et tout ça. Mais néanmoins, voilà, il y a quand même cette question d'identité. Et avec ma blessure au dos et le fait que, du coup, il y a plein de trucs que je faisais avant que je peux plus faire ou que je ne veux plus faire, eh ben c'est vrai que du coup, j'avais l'impression d'avoir un quart de mon identité qui était perdu, tu vois. Je me disais, oh là là, bon, quand même, par rapport à ce que t'étais, machin, t'es devenu une merde, tout ça. Bref. Et là, d'avoir fait ces histoires de ballon suisse, ces histoires de Bossou et tout ça, et de m'être rendu compte qu'au final, c'est encore pire que je pensais en termes de spécificité, de voir que n'importe quelle activité, comme juste de marcher le long du lac, il y a des compètes, il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus, il y a des techniques, enfin tu vois que tout peut être hyper compliqué. D'écouter le podcast que tu m'as dit là où j'ai appris que maintenant ils mettaient des plaques de carbone dans les chaussures, enfin des trucs de fou. Et du coup ça m'a fait complètement relativiser cette histoire de performance parce qu'au final maintenant une performance c'est une performance par rapport à quoi en fait? Même la course à pied, courir avec une chaussure qui a une plaque de carbone ou courir avec une chaussure sans plaque de carbone, tu te dis, est-ce que finalement c'est la même chose, tu vois? En fait, t'es dans des trucs tellement, même hyper pointus au sein de l'activité elle-même que toute performance devient complètement relativisante et du coup, ça m'a aidé à me débloquer ou j'ai rationalisé du coup le fait que finalement je devais accepter que la performance à tout prix n'avait pas de sens en réalité, puis que le principal, bah, c'était de se faire plaisir sans sneaker. C'était déjà pas mal. Alors, en tout cas, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que j'ai l'impression que la lecture que je t'avais conseillée t'a servi aussi. En plus du Oui, podcast. oui, enfin, on va dire que c'était concomitant. Bah, tu peux dire le titre du bouquin parce que j'ai déjà oublié. C'était L'identité gagnante de Pierre David que je recommande souvent dans mon podcast Leadercast et dont j'avais fait même un podcast sur le sujet tellement j'avais trouvé la lecture intéressante. Ouais, bah pour être honnête, j'ai pas trouvé ça si intéressant que ça, mais en tout cas, ça a contribué à ma réflexion. Voilà, de dire, Oui, voilà. on n'est pas sa performance. Voilà, on n'est pas nécessairement sa performance. A fortiori, quand nous, on ne vit pas de notre sport, ou qu'on n'est pas des compétiteurs, ça n'a pas de sens euh, comment dire, de construire son ego autour de ce qu'on fait en termes sportifs, quoi. Voilà. Et ben, c'est Et des donc, bonnes c'était nouvelles. mes réflexions, Rudy. Et ben, c'est des bonnes nouvelles. Sur ce, ça va faire, je crois, presque une heure qu'on est en ligne. Il est bientôt 20 heures, donc le temps que je fasse le montage, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, Comme d'habitude, on espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions, je le dis à chaque fois, ça se passe sur les forums Superphysique. À chaque fois, j'oublie, mais il y a plein de liens dans la description pour aller voir, par exemple, ce qu'on fait en termes de compléments alimentaires, l'application, le site Superphysique, tout ça. Si vous n'êtes pas habitué, n'hésitez pas à aller dans la description pour aller y faire un tour. Comme ça, vous verrez que on fait pas que raconter des blagues plus ou moins avec autodérision. Et puis sur ce, de toute façon, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec Fabrice. La semaine prochaine, ce sera avec June. Salut à tous. Salut, au revoir. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.